La démission du Premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions. Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit de suspension et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période. La guerre souffre d'un déficit d'explication. À notre opinion, il faut mobiliser la jeunesse, mobiliser les masses populaires, mobiliser nos spécialistes, nos diplomates, pour qu'ils expliquent à la population les tenants et les aboutissants. La guerre, nous ne l'avons pas contre le Rwanda, nous l'avons contre le multinational et les grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme point de passage. Et pour preuve, regardez ce qui vient de se passer avec cet accord stratégique entre l'Union européenne et le Rwanda. Et on présente beaucoup de matières stratégiques au Rwanda. Trouvez-moi une province au Rwanda qui regorge d'autant de matières stratégiques. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'Est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de savoir que vous êtes toujours là en train de nous suivre. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Au sommaire, convoqué ce jeudi par la justice congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est bel et bien présenté au parquet général près la cour de cassation. Son audition s'est poursuivie jusqu'au tard dans la soirée. D'après certaines indiscrétions, le président national du parti ACP et son secrétaire général pourront passer leur première nuit en garde à vue. Et puis l'Union européenne et le Rwanda ont récemment signé un accord sur la chaîne des valeurs des matières premières que curieusement le pays de 1000 collines ne possède pas. Le gouvernement de la RDC désapprouve cette démarche qui s'inscrit dans le cadre d'alimenter la crise sécuritaire. Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, l'a dit cet après-midi à l'ambassadeur de l'Union européenne.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait déposé la lettre de démission de l'ensemble du gouvernement que le président de la République a demandé de rester en place jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette décision du président de la République viole les articles pertinents de la Constitution. Tentative de réponse dans ces duplex avec Jusqu'à Koussema, il est le directeur adjoint de la presse à la présidence de la République. La démission du Premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions. Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit de suspension et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a pleinement investi la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette équipe, composée de 5 membres, sera dirigée par le député national et professeur Jacques Njoli. Suivez. Chargé de travailler sur le règlement intérieur, vient d'être installé. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans les règlements intérieurs. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la 3e mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Il faut clarifier des situations comme celle-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière, si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord, avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a eu flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Nous ferons attention, nous allons travailler en étroite collaboration sur cette question avec le pouvoir judiciaire. Mieux vaut instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. C'est tout ce que je viens d'expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On doit bien les définir. Sur les 3 missions dévolues au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, la première mission ayant été achevée, le bureau Christophe Mbosso a entamé la 2e étape de sa mission, celle qui consiste à la mise en place du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Les détails de ces missions, c'est avec Serge Bahati, il est le rapporteur de l'Assemblée nationale. Finaliser la première mission des 3 missions conférées au bureau provisoire,
nous entamons la deuxième mission qui est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et c'est dans cet esprit que nous avons eu une plénière hier qui portait sur l'expression du critère d'abord de représentativité des caucus provinces qui doivent nous donner 3 délégués, le règlement intérieur étant l'outil qui doit régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il doit bien évidemment respecter l'esprit de la Constitution, mais au-delà de cela, c'est aussi de tenir compte du parallélisme du contexte socio-économique politique actuel, mais aussi de celui du passé, afin de pouvoir rendre à l'Assemblée nationale les outils qui lui permettront de pouvoir adresser les enjeux de l'heure. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, et comme vous savez, il y a des enjeux économiques, sociaux, et cela demande que le Parlement, l'Assemblée nationale dans ce cas précis, qu'il puisse être au jour afin de pouvoir permettre aux parlementaires de porter haut et fort les desiderata de la population et que l'institution soit réellement au service de cette population et de notre nation en général. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est que maintenant que nous réceptionnons les 3 recommandés par Caucus Province, nous allons entériner la constitution de la commission spéciale chargée de l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et va suivre la présentation du bureau. Je l'avais dit dans les titres, le gouvernement congolais ne voit pas d'un bon œil l'accord signé récemment entre l'Union européenne et le Rwanda axé sur la chaîne de valeur de matières premières que curieusement le pays de 1000 collines ne possède pas. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a tiré les oreilles de l'ambassadeur de l'Union européenne. Reportage. Très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union européenne à Kinshasa, ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai de critique que le Rwanda ne produit pas. Christophe Lutundula Palapena-Pala a rappelé à Nicolas Berlanga Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union européenne qui, par ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère le refus de la RDC de voir ces minéraux être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union européenne rappelle au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mener le plaidoyer auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des minéraux originaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, en face de son interlocuteur, a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union européenne et la RDC, dont le dialogue politique a eu lieu l'année dernière. Bon, si nous voulons être précis, ce n'était pas un accord, c'était ce qu'on appelle dans les langage diplomatique un protocole d'entente. Je dois signaler que ce protocole d'entente a été signé bien en avant avec la RDC en octobre 2023. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité, très important, de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur minier. Donc on espère bien que ce cadre de dialogue nous permet aussi, pas seulement le cadre de dialogue, nous permet, avec les Rwandais, nous permet pas seulement de soulever des questions liées au secteur minier, mais aussi d'autres questions liées à la souveraineté, à le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit à travers les dialogues, et notamment nous appuyons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a eu des échanges avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour évaluer la feuille de route du retrait de la MONUSCO. Face à l'agression rwandaise, les voix s'élèvent de plus en plus dans la communauté internationale. Au Canada, le Parlement
québécois a consacré les débats sur la situation sécuritaire qui prévaut justement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette plénière a voté à l'unanimité la motion soulevée par la députée Carole Piorier, suivant l'extrait de sa déclaration. Permettez-moi de saluer la présence des membres de la communauté congolaise de Québec qui sont parmi nous aujourd'hui. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'Est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Et puisqu'on parle diplomatie, les États-Unis d'Amérique continuent de condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucie Tamline, l'a dit une fois de plus au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chilimwami, dans le cadre de sa première visite à Goma. Suivez. C'est ma toute première visite ici à Goma et je me suis entretenue avec le gouverneur général pour parler de la situation sécuritaire et aussi de le rassurer de l'assistance américaine pour soit résoudre le conflit, soit aider les victimes. Nous sommes tout premier bailleur par rapport à la réponse humanitaire, mais aussi nous sommes aussi le tout premier pays de dénoncer l'agression que le pays subit. Le samedi dernier, nous avons fait une déclaration tout en rappelant l'importance de poursuivre les voies diplomatiques, mais condamnant la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais et aussi demandant la retraite de la M23 conformément avec les décisions des leaders régionaux dans les processus de Luanda et Nairobi. Donc, on va continuer dans ce sens. C'est important de souligner l'importance que nous attachons à une assistance pour les victimes. Nous sommes le tout premier bailleur. Nous apportons une assistance particulière pour les populations les plus vulnérables, les femmes, les filles, par rapport à la nourriture, les soins médicaux et aussi l'abri. Mais toutefois, comme nous nous sommes convenus lors de notre discussion, l'objectif est le retour des populations chez eux. On n'envisage pas une situation où les populations déplacées vont vivre ici, vont perdurer ici. Il faut vite trouver une solution diplomatique à le problème et je confirme l'engagement américain dans ce sens de plus haut niveau, mais aussi d'envoyer les messages clairs et forts aux acteurs que cette situation n'est pas du tout acceptable, qu'il faut que les acteurs de Rwanda et les M23 suivent les demandes de la communauté internationale. Nous insistons sur l'intégrité territoriale de la RDC. Toutefois, nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour trouver une solution pacifique, redoubler les efforts diplomatiques pour trouver les accords qui puissent faire en sorte que les deux pays puissent vivre en paix et harmonie. Les médias congolais ont un grand rôle à jouer dans un contexte marqué notamment par la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est du pays.
C'est l'affirmation de Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC. Écoutons-les, nous avons essayé de le joindre pour savoir si les médias congolais jouent réellement leur rôle en cette période. Aux côtés des combats dans différents fronts dans l'est de la République démocratique du Congo, contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la communication doit être à la hauteur pour accompagner les actions sur terrain, a dit M. Jean-Marie Kassamba. La guerre souffre d'un déficit d'explication, à notre opinion. Il faut mobiliser la jeunesse, mobiliser les masses populaires, mobiliser nos spécialistes, nos diplomates, pour qu'ils expliquent à la population les tenants et les aboutissants. La guerre, nous ne l'avons pas contre le Rwanda, nous l'avons contre le multinational et les grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme point de passage. Et pour preuve, regardez ce qui vient de se passer avec cet accord stratégique entre l'Union européenne et le Rwanda. Et on présente beaucoup de matières stratégiques au Rwanda. Trouvez-moi une province au Rwanda qui regorge d'autant de matières stratégiques. Il n'y en a pas. De l'autre côté, Jean-Marie Kassamba a décrié l'obésité du gouvernement et que les dépenses publiques soient rationnelles. Le président a beaucoup de bonne volonté et je pense qu'il a compris ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement éléphantesque. Il faut concentrer les ministères, il faut donner les moyens spécifiques à nos militaires et surtout il faut sanctionner ceux qui détournent parce que l'argent reste ici à Kinshasa. À quoi c'est nécessaire de donner 30 policiers à un ministre? 30 policiers. Pas nécessaire. Cet argent devait servir à la défense de notre pays, au traitement des fonctionnaires, l'ANER, la DEMIAP, les services d'intelligence, la presse doivent avoir les moyens pour faire le travail. Le message est passé. Les Congolais veulent la stabilité de leur pays. La taxe sur l'environnement est désormais fixée à 500 francs dans le marché Kituku, dans les quartiers Keshero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Cette décision a été prise par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec les marchands de cette partie du territoire national. Les détails dans ces reportages. L'équivoque vient d'être levé ce jeudi sur les problèmes de taxation et d'insécurité au marché de Kituku dans le quartier Keshero. Le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, y a effectué une descente ce 22 février. Ainsi, la taxe de l'environnement a été fixée à 500 francs congolais par sac de braise à la grande satisfaction des marchands qui ont vu les malentendus dissipés. Hii ujio imeturizisha kwa sababu kienye tuliomba na njo kienye ametupa kupwe ya environnement. Taxe ilikuwa sagizi nimetoka kusema ya environnement ilikuwa ishaingia ku 1000 francs, ameireduire ku 500 su autorite yake na kusikia malalamiko yetu. Na tunashukuru kwa ile. Tunafurahi kuona ujio ya viongozi wetu hapa mji wa Goma Nord Kivu. Tumepata solution, tunashukuru sana juu ile 500 itatulemea, tutailipa kama kawaida. Tunashukuru juu tumepata jibu ya malalamiko yetu. Tunaanza decharge na tunafurahi sana, tumenenepa, tumerefuka juu tumepata jibu yenye ilikuwa kumoyo yetu. Guvernere wetu Mungu amubariki, ametupatia haja ya moyo wetu shiba bachuruzi. Plus question de payer les frais d'assistance car l'armée loyaliste et les services spécialisés sont pris en charge par le gouvernement et toutes les marchandises devront être fouillées sans exception en cette période de guerre, a insisté Peter Chirimwami. Nous avions adopté la gouvernance de proximité. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir de la situation au marché de Kituku pour répondre à certaines des préoccupations de la population de Keshero, mais surtout ceux qui font des activités dans les marchés de Kituku. Concrètement, il y avait des problèmes d'exagération des taxes qui ont fait l'objet de revendications et il fallait qu'on essaie de parler avec eux pour qu'on trouve un modus vivendi au lieu de continuer à se tirer des boulets inutilement. Le port de gilets de sauvetage dans toutes les embarcations est obligatoire, ainsi que le problème de spoliation de la concession du marché de Kituku ont été évoqués au cours de ce dialogue. Par ailleurs, le gouverneur Peter Chirimwami a interdit formellement l'utilisation du personnel civil par les militaires. En bref et en image, à Kinshasa, convoqué ce jeudi par la justice, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, accompagné du secrétaire général de son parti politique et ministre provincial de l'éducation,
Charles Mbouta Moutou s'était bien et bien présenté devant le parquet général près la cour de cassation. L'audition de ces deux personnalités s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. D'après certaines indiscrétions, les deux personnalités pourront passer leur première nuit à garde à vue. Je rappelle ici qu'ils ont été poursuivis pour détention illégale des dispositifs électroniques des votes. Dans la province du Lualaba, après avoir achevé sa mission officielle à Kinshasa, la capitale congolaise, la gouverneure de cette province, Marie-Thérèse Vivi Masuka Saini, a regagné sa juridiction. Elle a restitué l'ensemble de ses activités à ses administrés. La gouverneure de la province du Lualaba a regagné sa juridiction ce mercredi 21 février 2024 par l'aéroport national des Kolwezi. Les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial des sécurités, membres de son cabinet, cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, étaient sur les lieux de l'accueil. Approchée à chaud par la presse, Fifi Masuka Saini est revenue brièvement sur les activités intenses déployées pendant près de 10 jours dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la plénière sur la validation des mandats des députés nationaux, l'audience lui accordée par l'informateur Augustin Kabouya Chilumba et les présidents du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Merci à la population du Lualaba qui a pu faire de moi une députée nationale, députée provinciale. Donc c'était tout à fait normal avec la validation de mandat que nous puissions aller répondre à cette exigence au niveau du Parlement. Ce qui a été fait, nous avons opté pour rentrer au gouvernement, ainsi progresser et continuer avec l'Assemblée provinciale. Plébiscité par les chefs de l'État, excellente gouverneure des provinces à travers toute la République, Masuka Saini a confirmé sa candidature à l'élection des gouverneurs prévue pour le 7 avril 2024 selon les calendriers réaménagés de la CENI. Elle s'est dit prête à travailler encore plus pour consolider les acquis du président Tshisekedi Tshilombo dans toute la province cobaltifère. Je ne m'arrête pas au milieu du chemin. Nous devons consolider les acquis, comme le chef de l'État l'a dit. Et nous avons postulé à la tête aujourd'hui de la province du Lualaba en tant que gouverneur et non en tant que vice-gouverneur. Donc notre candidature est réelle. Nous disons encore merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette confiance renouvelée. Les Lualabais l'attendaient déjà nombreux à l'entrée de l'aéroport pour célébrer la candidature de cette femme d'exception qui fait honneur à toutes les filles et fils du Lualaba. Direction la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où les travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba évoluent à pas de géant. Il faut savoir qu'à ce stade, 5 camions contenant de matériel de construction sont arrivés et bientôt les travaux vont prendre fin. Affirmation des gestionnaires de ces projets. Les pièces pour la charpente métallique en provenance de l'Afrique du Sud via l'Angola voisin afin de couvrir la tribune et les pourtours du stade Lumumba dont les travaux de modernisation arrivent à ces jours à leur téléphase, mieux à leur phase finale. Au nom du chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guiba Nongidi, principal artisan de ces bijoux qui pendant plus d'une décennie constituaient une épine dans la chaussure des décideurs, se sont conseillés en matière des infrastructures ingénieur Bidino Mabigaz qui a assisté à l'arrivée et au déchargement dans l'enceinte du chantier du stade Lumumba du premier lot de cette importante quincaillerie transportée par des véhicules à gros tonnage battant pavillon sud-africain. C'est à la grande satisfaction des référents de ces chantiers et d'autres curieux, dont ce citadin de la ville portuaire, qui n'a pas caché sa joie de voir enfin arriver à Matadi ces matériels. Na kumisi chef de l'État, étant que mutuazo ka posa bana mboka, ozo sala pe maloba bana mboka. To remercier na biloko ya suka tomoni ya stade ye na remercier sous monsieur le gouverneur Guiba Ndungidi tozo sepela stade sila biso pe bana matata toza na sentiment matata des la ressuscité. Pour sa part, le conseiller du gouverneur de province en charge des infrastructures, ingénieur Bidindo Mabigas, a fixé l'opinion publique quant à la prochaine étape des travaux. C'est le premier lot qui vient d'arriver, le deuxième lot est en cours de route. Mais on vient d'entreposer moins 5 véhicules de matériel déjà au stade Lumumba. Comme vous le voyez, il y a plusieurs étapes maintenant. Il y a l'aire de jet qui est aménagé déjà par l'entreprise Mango et le matériel par rapport à la charpente vient d'être acheminé par
l'entreprise Sodimas. Donc bientôt vous allez voir, la charpente sera déjà fixée comme c'était prévu dans le cadre des plans du stade Lumumba. L'arrivée à Matadi de ces convois de pièces de la charpente métallique destinée à recevoir la toiture qui devra protéger les amoureux du ballon rond des intempéries de tout genre lors des rencontres sportives est une preuve éloquente de la volonté et de la détermination qui anime les premiers sportifs de la province, Dr Guy Bononongidi, pour offrir à ses administrés leur cadeau de la Saint-Sylvestre le plus rapidement possible afin d'entamer l'an 2024 en toute beauté. Ce journal touche à sa fin, place à présent au rappel de titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, Gentini Ngobilambaka, convoqué ce jeudi par la justice congolaise. Il s'est bel et bien présenté au parquet général près la cour de cassation. Son audition s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée. D'après certaines indiscrétions, le président national du parti politique ACP, son secrétaire général, pourront passer la nuit en garde à vue. Et puis, l'Union européenne et le Rwanda ont récemment signé un accord sur la chaîne des valeurs de matières premières que curieusement les pays de 1000 collines ne possèdent pas. Le gouvernement de la RDC désapprouve cette démarche qui s'inscrit dans l'essence d'alimenter la crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Christophe Lutundula l'a rappelé à l'ambassadeur de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, ce journal qui a été tourné très tardivement touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne, la PSB Télévision. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Nous serons là très prochainement pour vous servir. À très vite.